On dit que la ruine est une fin. Que les murs qui s'effondrent emportent avec eux tout ce qui a été. On vous ment. Parfois, pour se trouver, il faut d'abord tout perdre. Mon histoire ne commence pas par un cœur brisé, mais par le silence assourdissant d'une maison trop parfaite, et le bruit d'une clé qui tourne dans une serrure que je ne contrôlais plus. C'est l'histoire de la femme que je étais, celle qui a disparu dans l'ombre d'un mari, et de la femme que je suis devenue, celle qui a appris à bâtir un empire sur les décombres de sa propre vie. Je suis l'architecte de mes ruines, et voici comment j'ai transformé une condamnation en ma plus grande œuvre. Mon monde était un tableau de maître. Une grande maison en meulière, baignée de lumière, avec un jardin où les roses semblaient fleurir sur commande. 2 enfants merveilleux, au rire cristallin et aux bulletins scolaires impeccables. Et puis lui, mon mari. Brillant, charismatique, l'admin, épicentre de notre univers. J était la gardienne de ce temple, la directrice invisible d'une symphonie parfaitement orchestrée. Mes journées étaient un ballet incessant de dévouement. Les repas équilibrés, les devoirs surveillés, les chemises repassées à la perfection, la maison qui sentait toujours le linge frais, et le gâteau sortant du four. C était mon rôle, ma fierté. J'avais embrassé cette vie, celle que toutes les femmes de ma génération étaient censées désirer. J'avais renoncé à ma carrière d'avocate naissante sans un regard en arrière, convaincue que ma plus grande réussite serait la leur. Je lui avais tout confié, avec la confiance aveugle d'une enfant. Nos finances étaient son domaine. « Ne t'inquiète pas avec ces choses-là, ma chérie, » disait-il avec un sourire tendre, « je m'occupe de tout. » Et je ne m'inquiétais pas. Pourquoi l'aurais-je fait ? Il était le pilier, le roc sur lequel notre existence était bâtie. Je signais les papiers qu'il me tendait, des autorisations bancaires, des documents fiscaux, sans même les lire. C était une preuve d'amour, pensais-je. Une preuve de confiance absolue. En réalité, je lui donnais pièce par pièce, les outils de ma propre démolition. Mon nom était sur tout, mais je n'avais accès à rien. Mon identité S était dissoute. Je N était plus moi, je Ch était sa femme. Une experte en logistique domestique, une organisatrice D, événements familiaux, une infirmière, une psychologue, une chef cuisinière. Une professionnelle du privé, sans salaire, sans reconnaissance, et surtout, sans filet de sécurité. Le miroir me renvoyait l'image d'une femme élégante, soignée, mais ses yeux étaient vides. Ils reflétaient la perfection de la maison, mais pas la lumière d'une âme qui se sentait exister par elle-même. Je vivais dans un château dont J était la concierge, pas la reine. L'effondrement n'a pas été un tremblement de terre. Ce fut une lente érosion. Un craquement presque inaudible qui a commencé au plus profond des fondations. Le premier signe fut une lettre. Une enveloppe à la fenêtre transparente, d'une société de crédit que je ne connaissais pas, adressée à nous deux. Quand je lui ai posé la question, il a balayé l'air d'un geste agacé. Une erreur administrative, jette-moi ça. Je l'ai jeté, mais le doute, lui, est resté sur la table de la cuisine, invisible mais tenace. Puis il y a eu ces appels téléphoniques. Des numéros inconnus qui raccrochaient dès que je répondais. Quand il était à la maison, il s'isolait pour répondre, sa voix devenant un murmure tendu. Le travail, disait-il, des dossiers compliqués. Ces nuits sont devenues plus courtes, les miennes plus longues, peuplées d'une angoisse diffuse, que je ne parvenais pas à nommer. La façade parfaite commençait à se fissurer, son humeur devenait imprévisible, passant de l'euphorie à une colère sourde pour des riens. Un verre mal rangé, une question sur son emploi du temps, et la tension devenait palpable. Il me reprochait être trop curieuse, inquiète pour rien. Il me faisait douter de ma propre intuition, une technique que je comprendrai plus tard, sous le nom de gaslighting. J'ai commencé à me sentir comme une intruse dans ma propre maison, marchant sur des œufs pour préserver une harmonie qui, était déjà plus qu'une illusion. La peur s'est installée. Pas la peur de lui, mais la peur de ce que je pourrais découvrir si je grattais le vernis. La peur de voir ce tableau de maître se déchirer, et révéler une toile vide derrière. Un soir, alors qu'il était sorti pour un de ces dîners d'affaires de plus en plus fréquents, je n'ai plus tenu. Poussé par une force que je ne me connaissais pas, un instinct de survie qui éveillé enfin, je suis allé dans son bureau. Ce lieu maître était habituellement interdit, le sanctuaire de son génie. Mon cœur battait à tout rompre, mes mains tremblaient. J'avais l'impression de commettre la trahison ultime. J'ai ouvert le tiroir de son bureau, celui qui était toujours fermé à clé. Ce soir-là, dans sa précipitation, il l'avait oublié. Ce que j'y ai trouvé, était pas des lettres d'une maîtresse, non. C était bien pire. C était l'arme du crime,
Des piles de relevés de comptes de banque dont j'ignorais l'existence. Des lettres de relance, certaines menaçantes, de créanciers. Des contrats de prêt à la consommation, des prêts revolving à des taux exorbitants. Tous signés de nos deux noms. Ma signature, imitée ou obtenue sur un document anodin, était partout. Des relevés de placements boursiers désastreux. Des investissements à haut risque qui avaient englouti la totalité de nos économies. L'argent de l'héritage de mes parents. Tout. La ruine financière N n'était pas une conséquence de ces erreurs. C était un système, mis en place méthodiquement, dans mon dos. Chaque euro que je croyais que nous épargnions pour l'avenir de nos enfants avait été détourné, joué, perdu. La maison elle-même était hypothéquée à plusieurs reprises. Notre château N était qu'un château de cartes, prêt à s'écrouler au moindre souffle. Le souffle, ce fut le bruit de la clé dans la serrure quand il est rentré. Je l'attendais dans le salon, les documents étalés sur la table basse. La vérité était là, crue, sordide, indéniable. Le choc sur son visage a rapidement laissé place à la fureur. Il n'a pas nié. Il a attaqué. Était de ma faute. Mon train de vie, les écoles des enfants, la maison. Était la cause de la pression qui l'avait poussé à prendre des risques calculés. Il a tenté de minimiser, de me manipuler une dernière fois. Mais le charme était rompu. L'homme que j'avais aimé, l'homme à qui j'avais confié ma vie, n'existait pas. À sa place se tenait un étranger, un joueur qui avait misé notre avenir et qui avait tout perdu. Cette nuit-là, j'ai compris que la trahison sentimentale, que je redoutais en silence, était qu'un symptôme. La maladie était bien plus profonde. Il ne m'avait pas seulement trompé. Il m'avait effacé. Il avait détruit notre vie commune pour financer la sienne, une vie secrète dont je était même pas un personnage secondaire. Partir n'a pas été un acte de courage, ce fut un réflexe de survie. Rester, était accepter de sombrer avec lui, de devenir complice de mon propre anéantissement. Ce soir-là, j'ai pris un sac, j'ai mis quelques affaires pour moi et les enfants, et je suis parti. J'ai laissé derrière moi la maison, les souvenirs, et la femme naïve que j'avais été. Le premier pas dehors, dans le froid de la nuit, fut le plus terrifiant et le plus libérateur de toute mon existence. Je n'allais nulle part. Je fuyais simplement le néant. Le monde extérieur était brutal. Était une femme de 45 ans, sans un sou, sans expérience professionnelle depuis 20 ans, avec 2 enfants à charge. Le premier choc fut celui des institutions. Au tribunal, étais un dossier. Mon avocate, commise d'office, me regardait avec un mélange de pitié et d'exaspération. Face aux avocats de mon mari, était qu'une femme au foyer, qui demandait une pension, une profiteuse. Ma contribution, mes 20 années de travail non rémunéré, mon sacrifice de carrière, tout cela était balayé, invisible aux yeux de la loi qui ne quantifie que ce qui est monétaire. J'ai dû me battre pour prouver ma propre valeur, pour expliquer que la gestion d'une maison et éducation d'enfants, est un travail à plein temps, un travail qui a permis à mon mari de construire sa propre carrière. Était humiliant, dégradant, chaque audience me vidait un peu plus de ma substance. Nous avons trouvé refuge chez ma sœur, dans la petite chambre d'amis. Mes enfants, déracinés, perdaient leurs repères. Leur tristesse était un poignard dans mon cœur. Je me sentais coupable de leur imposer cette chute. La peur me paralysait. Comment allais-je trouver un travail ? Mon chevaux était un trou noir de 2 décennies. Les quelques entretiens que je décrochais se terminaient tous de la même manière. Un regard condescendant sur mon inactivité. Des questions sur ma capacité à m'adapter au monde de l'entreprise après tant d'années. Le monde avait avancé sans moi. Était une relique d'un autre temps. Les nuits étaient les pires. L'angoisse me serrait la gorge. La peur de ne pas pouvoir nourrir mes enfants, de ne pas pouvoir leur offrir un toit, était une torture physique. Je regardais mon reflet, et je ne voyais qu'une incapable, une femme brisée, une coquille vide. Le déclic est venu d'un pot de confiture. Un matin, dans la cuisine de ma sœur, je n'arrivais pas à l'ouvrir. J'ai lutté, en vain. J'allais abandonner, demander de l'aide, comme je l'avais toujours fait. Et puis, une rage sourde est montée en moi. Une rage contre ma propre impuissance. J'ai pris le pot, je l'ai cogné contre le plan de travail, et d'un dernier effort désespéré, je l'ai tordu. Le pop du couvercle qui se dévisse a résonné en moi comme un coup de tonnerre. Était une victoire minuscule, presque ridicule, mais était la mienne. Était la preuve que j'avais encore de la force en moi. Ce jour-là, j'ai décidé d'arrêter d'attendre un sauveur. Le seul sauveur possible, était moi. J'ai mis mon orgueil de côté.
J'ai accepté un petit travail de vendeuse dans une boulangerie de quartier. Le salaire était dérisoire. Mes mains, habituées aux crèmes de luxe, sentaient la farine et la levure. Mes anciennes amies, celles du club de tennis et des dîners mondains, détournaient le regard quand elles me croisaient. Mais pour la première fois depuis des années, je gagnais mon propre argent. Le jour où j'ai reçu ma première paye, un petit chèque que j'ai regardé pendant de longues minutes, j'ai pleuré. Ce N était pas grand-chose, mais C était mon certificat d'indépendance. C était la première brique. Avec cet argent, j'ai loué un petit 2 pièces dans un quartier modeste. Il était minuscule, un peu sombre, et les murs étaient fins comme du papier. Mais chaque centimètre carré était à moi. Il n'y avait plus de faux semblants, plus de luxe inutile. Il n'y avait que l'essentiel. Pour la première fois, j'ai appris. J'ai appris à monter un meuble en kit, en suivant une notice qui ressemblait à un parchemin ancien. J'ai appris à changer une ampoule, à déboucher un évier, à négocier avec un fournisseur d'accès Internet. Chaque petite tâche accomplie était une victoire, une compétence de plus ajoutée à mon arsenal de survie. Mes enfants, d'abord réticents, ont commencé à participer. Nous sommes devenus une équipe, soudée par l'adversité. Nous avons appris à rire de nos maladresses, à célébrer nos petites réussites. Cet appartement, qui aurait pu être le symbole de ma déchéance sociale, est devenu notre forteresse, le laboratoire de notre nouvelle vie. Le chemin a été long et ardu. J'ai repris des études le soir, en ligne, pour mettre à jour mes connaissances juridiques. J'ai enchaîné les petits boulots pour payer les factures. Il y a eu des jours de découragement total, où l'envie de tout abandonner me submergeait. Mais je regardais mes enfants, leur résilience, leur confiance retrouvée, et je puisais en eux la force de continuer. J'ai appris à gérer un budget, à faire des miracles avec peu. J'ai découvert en moi une créativité, et une ingéniosité que j'ignorais posséder. La femme qui avait peur de tout, était en train de laisser place à une femme qui n'avait plus rien à perdre, et donc, plus peur de rien. Aujourd'hui, plusieurs années ont passé. Je ne vis plus dans un château, mais dans un appartement lumineux qui me ressemble. Je ne suis pas riche, mais je suis libre. J'ai terminé ma formation, et je travaille comme assistante juridique, dans un cabinet qui aide les femmes victimes de violences économiques. Je transforme la douleur de mon passé en force pour les autres. Mon histoire est devenue mon arme. Quand je regarde en arrière, je ne vois plus la femme brisée qui a fui dans la nuit. Je vois une guerrière qui s'ignorait. La ruine financière, la trahison, l'humiliation, tout cela n'a pas été la fin de mon histoire. Ce furent les fondations. Chaque dette cachée m'a appris la valeur de la transparence. Chaque mensonge m'a appris la puissance de la vérité. Chaque porte fermée m'a forcé à construire la mienne. Je suis l'architecte de mes ruines. J'ai pris les pierres de mon ancienne vie, celles qui étaient censées m'ensevelir, et j'ai bâti quelque chose de nouveau, de solide, d'inébranlable. Ma richesse ne se trouve plus sur un relevé de compte, mais dans la fierté que je lis dans les yeux de mes enfants. Elle est dans la paix que je ressens le soir, seule dans mon salon, maîtresse de mon silence et de mon destin. Elle est dans la certitude que, peu importe ce que la vie me réserve, je ne serai plus jamais une victime. Si vous êtes au fond du gouffre, si vous pensez que tout est fini, regardez bien autour de vous. Les décombres qui vous entourent ne sont pas votre tombeau. Ce sont les matériaux de votre future cathédrale. Votre point le plus bas n'est pas une fin. C'est le sol solide sur lequel vous allez pouvoir, enfin, commencer à construire. Pour comprendre comment on bâtit sur des ruines, il faut d'abord se souvenir du château. Et mon château, avant même d'avoir des murs, a commencé par un regard, échangé dans le silence feutré d'une bibliothèque. Pas n'importe laquelle. La bibliothèque Sainte-Geneviève, à Paris. J'y étais en dernière année de droit, le nez plongé dans des codes civils qui me semblaient contenir l'ordre du monde. L'atmosphère y était presque sacrée. L'odeur du vieux papier, le bois ciré des longues tables, la lumière dorée des lampes vertes qui découpaient des halos de concentration dans la pénombre. Était mon sanctuaire. Et c'est là qu'il est apparu. Il n'est pas entré, il a fendu l'air. Il y avait chez lui une assurance tranquille. Une façon de se mouvoir, qui semblait dire que le monde lui appartenait, mais sans aucune arrogance. Juste une certitude. Il s'est assis à la table en face de moi. Je l'ai senti avant de le voir, comme une perturbation dans le champ magnétique de la pièce. Quand j'ai relevé les yeux de mon livre, il me regardait déjà. Il n'a pas détourné le regard. Il m'a souri. Un sourire qui était pas un simple mouvement des lèvres, mais une promesse. Une promesse de chaleur, d'intelligence, d'aventure. Dans ce lieu de silence, son sourire a été le son le plus fort que j'ai jamais entendu. Ma première impression n'en fut pas vraiment une, ce fut une évidence. C'était lui.
l'homme que les romans décrivent, celui que les films mettent en scène. Ce qui m'a attiré, au-delà de ce charisme foudroyant, c'était sa lumière. Il semblait irradier une confiance en l'avenir, une passion pour la vie, qui contrastait violemment avec mon existence studieuse et bien rangée. Il était en école de commerce, il parlait de projets, de voyages, de construire quelque chose de grand. Mais quand il me parlait, Jane-Ida était le centre de cette grandeur. Il avait cette faculté incroyable de vous faire sentir comme la personne la plus importante, la plus fascinante de l'univers. À cette époque, il était la gentillesse incarnée, prévenant, attentif. Il se souvenait de détails insignifiants que je lui avais confiés, il m'apportait un café sans que je le demande, juste parce qu'il sentait ma fatigue. Il célébrait mes réussites à l'université plus fort que moi-même. « Tu seras une avocate extraordinaire », me disait-il. Il admirait mon ambition. Ou du moins, c'est ce que je croyais. Il incarnait toutes les qualités que l'on espère trouver chez un homme. L'intelligence, l'ambition, la tendresse, et un sens de la protection qui, à l'époque, me semblait romantique et rassurant. Je ne savais pas encore que le désir de protéger peut être le masque le plus élégant du désir de contrôler. Je me souviens d'un week-end, quelques mois après notre rencontre. C'était l'automne. Il m'avait emmené en Normandie, dans un petit village près d'Honfleur. Il avait loué une chambre dans une auberge de charme, avec des poutres apparentes et une vue sur un verger. Tout semblait parfait, presque trop, comme une scène écrite pour moi. Le samedi après-midi, nous marchions sur la plage. Le ciel était bas, d'un gris perle, et le vent fouettait nos visages. Il n'y avait personne d'autre. Juste le bruit des vagues et le cri des mouettes. Il s'est arrêté, a pris mes 2 mains dans les siennes pour les réchauffer. Il m'a regardé droit dans les yeux, ce regard intense qui semblait lire au plus profond de moi. Et il m'a dit, « Je ne veux plus jamais prendre une décision importante sans toi. Ma vie a commencé le jour où je t'ai vu derrière cette lampe verte. Tout ce que je construirai, je veux le construire avec toi, pour nous. » Ces mots n'étaient pas juste des mots. Ils étaient des briques. Les premières briques de notre maison, de notre avenir. À ce moment précis, sur cette plage balayée par le vent, j'ai cru en ce nous, plus qu'en moi-même. J'ai vu le reste de ma vie se dérouler, lumineuse et sans obstacle. J'ai vu les enfants, la maison, le bonheur. Il ne me promettait pas un conte de fées, il me disait que nous allions écrire ensemble. J'ai abandonné toutes mes défenses. Je lui ai donné les clés de mon cœur, sans me douter qu'un jour, il changerait toutes les serrures de ma propre vie. Ce souvenir qui fut longtemps mon refuge, est aujourd'hui la pièce à conviction la plus douloureuse. La preuve que le plus grand des mensonges est celui qui est bâti sur un fragment de vérité. La promesse faite sur cette plage de Normandie n'est pas restée en suspens, emportée par le vent, elle est devenue le plan directeur de notre existence. Quelques mois plus tard, j'ai été reçu au concours du barreau. Était l'aboutissement de mes années d'études, la porte d'entrée vers la vie que j'avais toujours imaginée pour moi-même. Était euphorique, prête à conquérir le monde, un code civil à la main. Pour fêter ça, il m'a emmené dîner au sommet d'une tour parisienne. La ville scintillait à nos pieds. Un tapis de diamants qui semblait dérouler pour nous. Au milieu de ce panorama grandiose, il a posé une petite boîte en velours sur la table. Il ne m'a pas posé la question, il m'a fait une déclaration. Il m'a dit que ma plus grande plaidoirie ne serait pas dans un tribunal, mais dans la vie que nous allions construire. Il m'a dit que notre amour était un projet plus ambitieux que n'importe quelle carrière. Il a dépeint un avenir si lumineux, si désirable, que ma propre ambition m'a soudain paru petite, presque égoïste. Il ne m'a pas demandé de choisir. Il a simplement rendu son choix irrésistible. Ce soir-là, en disant oui à l'homme que j'aimais, j'ai dit adieu, sans même m'en rendre compte, à l'avocate que je ne serais jamais. Je croyais choisir l'amour. En réalité, je choisissais son rêve. Notre mariage fut à l'image de sa promesse, parfait. Une cérémonie dans une petite église de campagne, suivie d'une réception dans le jardin d'un manoir. Tout était élégance, raffinement et harmonie. J'avais l'impression de flotter, être l'héroïne d'un film dont il était le réalisateur génial. Les premières années ont été un tourbillon de bonheur concret. Nous avons acheté cette fameuse maison en meulière, notre forteresse, que j'ai passé des mois à décorer, à transformer en un cocon de chaleur et de beauté. Chaque choix de couleur, chaque meuble, chaque fleur plantée dans le jardin, était une strophe du poème que nous écrivions. Nos rêves étaient grands et semblaient à portée de main. Il voulait bâtir un empire financier, et je voulais bâtir une famille. Nous pensions que nos 2 ambitions étaient les 2 faces d'une même médaille. Quand notre premier enfant est né, puis le second, mon univers a trouvé son centre de gravité définitif. Leur existence justifiait tout.
Mon dévouement N n'était pas un sacrifice, C était un investissement. Un investissement dans le bonheur, dans la stabilité, dans l'avenir. Je me suis jetée à corps perdu dans mon rôle de mère et de maîtresse de maison, avec la même ferveur que j'aurais mise dans la préparation d'un procès. Je voulais l'excellence. Des repas bio, des activités éveil, des anniversaires dignes de contes de fées. J était l'ingénieur en chef de notre bonheur familial, et J était fier de mon ouvrage. Il y a tant de souvenirs de cette époque qui sont encore intacts, comme des insectes piégés dans l'ambre. Des moments de grâce pure qui défient la noirceur qui a suivi. Je me souviens d'un dimanche matin d'hiver. La neige était tombée toute la nuit, recouvrant le jardin d'un silence blanc et ouaté. Nous étions tous les 4 dans le grand lit, sous la couette. Les enfants encore petits riaient aux éclats en nous sautant dessus. La lumière du matin filtrée par la neige était douce, presque irréelle. Il m'a prise dans ses bras, et au milieu des rires et des batailles de polochons, il a murmuré à mon oreille. Regarde. Regarde ce que nous avons fait. C'est parfait. Tu es parfaite? Mais l'image qui symbolise le mieux l'apogée de notre amour, le sommet de cette montagne que je croyais gravir, c'est celle d'un soir été. Était en juillet, une de ces soirées où l'air est encore chaud et sent le jasmin. Nous avions organisé un dîner dans le jardin pour notre anniversaire de mariage. Les lampions étaient accrochés dans les arbres, la table était dressée, nos amis riaient autour de nous. Les enfants couraient dans l'herbe, leur rire se mêlant au son des verres qui trinquent. À un moment, je me suis éloignée du groupe pour aller chercher quelque chose dans la cuisine. En revenant, je me suis arrêtée sur le seuil de la porte-fenêtre. De là, je pouvais voir toute la scène. Lui, au centre de tout, charismatique, racontant une histoire qui captivait tout le monde. Mes enfants, chassant des lucioles un peu plus loin. La maison, illuminée, qui semblait veiller sur nous. Une vague de gratitude si intense m'a submergée, que j'ai dû m'appuyer contre le mur. Tout était exactement comme il fallait. Chaque pièce du puzzle était à sa place. Il a tourné la tête, comme s'il avait senti mon regard. Nos yeux se sont croisés à travers le jardin. Il m'a fait ce sourire, le même que celui de la bibliothèque, ce sourire qui me disait que J était le centre de son monde. Dans son regard, ce soir-là, il n'y avait pas d'ombre. Il n'y avait que de l'amour, de la fierté. Il a levé son verre dans ma direction, un toast silencieux juste pour moi. À cet instant précis, J était la femme la plus heureuse du monde. J était certaine d'avoir tout ce dont on peut rêver. Je ne savais pas que J était la gardienne d'un décor de théâtre, et que derrière le rideau, la pièce était déjà finie. L'image de ce dîner dans le jardin, ce tableau parfait de notre bonheur, est la dernière photographie nette dans mon album de souvenirs. Juste après, les couleurs ont commencé à se faner. Les bords se sont cornés. Une humidité invisible a commencé à s'infiltrer, faisant gondoler le papier glacé de notre vie. Le premier craquement n'a pas été un bruit. Ce fut un silence. Le silence qui s'installait entre nous dès que les enfants étaient couchés. Avant, c'est un silence de quoi était le moment où nous nous retrouvions, où nous partagions les anecdotes de nos journées. Progressivement, ce moment est devenu un vide. Il restait tard dans son bureau, ou s'absorbait dans des dossiers sur la table du salon, créant une muraille de papier entre nous. Quand je lui demandais si quelque chose n'allait pas, il levait à peine les yeux. Le travail, c'est tout. C'est compliqué en ce moment. Et ce compliqué est devenu la réponse à tout. Le mot de passe qui fermait toutes les portes. Puis, les signes matériels ont commencé à s'accumuler, comme de petites pièces à conviction que je refusais d'assembler. Il y a eu cette fameuse lettre d'une société de crédit. Je l'ai trouvée dans le courrier, coincée entre une facture électricité, et un magazine. Le nom de l'organisme ne me disait rien. J'ai attendu qu'il rentre, et je lui ai tendu l'enveloppe, sans aucune anxiété, juste de la curiosité. C'est quoi ça? Son visage s'est fermé. Il a pris la lettre, l'a déchirée en deux sans même l'ouvrir, et l'a jetée à la poubelle avec un geste d'une violence contenue. De la pub agressive. Des escrocs. Ne t'occupe pas de ça. Sa réaction était si disproportionnée que le doute, pour la première fois, a pris la consistance d'une certitude. Le lendemain matin, j'ai récupéré les morceaux dans la poubelle, et je les ai recollés avec du ruban adhésif. Était une mise en demeure pour un prêt dont j'ignorais tout. J'ai voulu lui en reparler, mais la peur de sa colère, de ce regard froid que je commençais à connaître, m'a paralysé. J'ai replié le papier et je l'ai caché au fond de mon tiroir à lingerie, comme un secret honteux. Mon secret. Le contrôle financier, qui m'avait toujours semblé être une forme de protection, a changé de visage. Il est devenu un instrument de pouvoir. Je n'avais pas de carte de crédit à mon nom, juste une carte de retrait avec un plafond très bas.
Chaque dépense, même pour elle, épicerie, était passée au crible. Un jour, notre fils aîné a été invité à un stage de voile avec son école. Il en rêvait. Le coût était de quelques centaines d'euros. Quand j'en ai parlé à mon mari, il a soupiré. Comme si je lui demandais la lune. Il a sorti un carnet, a commencé à faire des calculs, en marmonnant sur les charges, les impôts, le coût de la vie. Tu te rends compte de ce que tu me demandes? Tu penses que l'argent pousse sur les arbres? Je me suis sentie humiliée. J était une adulte, une mère, réduite à quémander pour offrir un plaisir simple à mon enfant. J'ai argumenté, timidement. Mais, nos économies. Il a refermé son carnet d'un coup sec. Nos économies sont pour les choses importantes. Pas pour les caprices. Il a fini par signer le chèque. Mais il l'a fait avec le dédain d'un monarque accordant une faveur à un sujet. J'ai compris ce jour-là que je n'étais pas sa partenaire. J était une employée, et une employée coûteuse. La manipulation la plus insidieuse, celle qui m'a presque fait perdre la raison, était émotionnelle. Il avait l'art de retourner chaque situation, chaque question, contre moi. Un soir, j'ai essayé de lui parler. Doucement. J'ai choisi mes mots. Je lui ai dit que je le sentais distant, inquiet. Que je voulais l'aider. Que nous étions une équipe. Il a posé son stylo, a enlevé ses lunettes, et m'a regardé avec une patience infinie. Comme un médecin s'adressant à un patient un peu simple d'esprit. Ma chérie, a-t-il commencé, sa voix douce et raisonnable. Je sais que ce n'est pas facile pour toi. Tu es toute la journée à la maison, tu as le temps de gamberger. Tu t'imagines des choses. Tu es fatigué, stressé. Tu vois des problèmes là où il n'y en a pas. Il s'est approché, m'a pris les mains. Fais-moi confiance. Tout va bien. Le seul problème, c'est que tu t'inquiètes pour rien. Et ton anxiété, elle est en train de devenir un problème pour nous. J'ai vacillé. Ces mots étaient si logiques, si pleins de sollicitude. Et si C était vrai? Si C était moi le problème? Si J était en train de devenir cette femme névrosée, suspicieuse, qui empoisonne son propre bonheur? J'ai commencé à douter de tout. De mes perceptions, de mes émotions, de mon intuition. Il me disait que j'avais mal entendu, que je me souvenais mal, que j'exagérais. Et je finissais par le croire. Le monde extérieur me renvoyait l'image d'un couple parfait, d'un homme idéal. Personne n'aurait cru à mes doutes. J était seul, piégé dans le labyrinthe de ma propre tête, et il était le gardien qui déplaçait les murs chaque nuit. La trahison n'a pas pris la forme d'une autre femme, du moins pas au début. La première, la véritable trahison était celle de notre pacte. Le nous qu'il avait invoqué sur cette plage de Normandie n'existait plus. Il y avait lui, et son monde secret, et moi, la gérante de la façade. La tension est montée d'un cran le soir de mon anniversaire. Il était rentré tard, les mains vides, ayant manifestement oublié. Quand il a vu la table mise, les enfants excités, une lueur de panique a traversé son regard, vite remplacée par de l'agacement. Il a prétexté un appel urgent et s'est enfermé dans son bureau pendant 1 heure. Je l'entendais marcher de long en large, sa voix tendue. Quand il est ressorti, il était blême. Il a balbutié des excuses, a parlé d'un problème énorme au bureau. Il n'y a pas eu de gâteau, pas de cadeau. Juste le poids de son angoisse qui a écrasé toute la joie de la soirée. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'ai compris que le problème, était pas au bureau. Le problème était dans notre maison, dans notre lit, dans nos vies. Et il portait son nom. L'instinct de survie est une chose étrange. Il peut rester dormant pendant des années, anesthésié par le confort, la routine, l'amour. Et puis un jour, sans crier gare, il se réveille. Pour moi, le réveil a eu lieu un mardi soir ordinaire. Il était parti à un de ces dîners d'affaires, qui se terminaient de plus en plus tard. Les enfants dormaient. La maison était silencieuse. J était assise dans le salon, dans le noir, et je fixais la porte de son bureau. Cette porte, qui avait toujours symbolisé son pouvoir, son jardin secret, me semblait soudain être la porte de ma prison. Je me suis remémoré les dernières semaines. Les chuchotements au téléphone. Les courriers qu'il interceptait avant que je ne puisse les voir. Son visage fatigué, non pas de travail, mais de mensonge. Une colère froide, pure, a commencé à monter en moi. Ce N était plus de la peur. C était une soif de vérité. Je devais savoir. Pas pour lui, pas pour nous. Pour moi. Pour savoir si J était folle ou si J était la seule à ne pas voir que notre maison était en feu. Je me suis levée. Chaque pas vers son bureau résonnait dans le silence. Ma main a tremblé en se posant sur la poignée.
Je savais qu'en ouvrant cette porte, je ne pourrais plus jamais la refermer. Je savais que la femme qui allait entrer dans cette pièce ne serait pas la même que celle qui en sortirait. Mais rester dans l'ignorance était devenu plus terrifiant que n'importe quelle vérité. J'ai tourné la poignée. Le bureau N était pas un bureau. C était un mausolée. Le tombeau de notre vie, rempli des preuves méthodiques de sa destruction. Chaque relevé de compte, chaque lettre de créancier était une pierre tombale portant mon nom. L'air était lourd de l'odeur de la trahison, une odeur âcre de papier et de mensonge. Je n'ai pas pleuré. Les larmes étaient un luxe pour une peine que l'on peut encore nommer. Ce que je ressentais était au-delà du chagrin. C était une transmutation. La femme naïve et aimante mourait à chaque ligne que je lisais, et à sa place naissait quelque chose de froid, de dur et de terriblement lucide. J'ai entendu la voiture dans l'allée, puis la clé dans la serrure. Je ne me suis pas caché. Je suis allé dans le salon et j'ai attendu, assise sur le canapé, le dos droit. J'avais disposé les documents les plus accablants sur la table basse, comme un avocat prépare ses pièces à conviction avant une plaidoirie. Quand il est entré, il fredonnait. Il a posé ses clés, a desserré sa cravate, et c'est seulement alors qu'il m'a vu. Son sourire s'est figé. Son regard a balayé la pièce, s'est posé sur la table, puis est revenu sur moi. Le masque du mari charmant est tombé, révélant la panique d'un animal pris au piège. Le silence a duré une éternité, puis il a parlé, et sa voix était celle d'un étranger. Qu'est-ce que tu as fait? Pas d'excuses, pas de remords, une accusation. Était moi, la coupable, pour avoir violé son sanctuaire. Pour avoir découvert la vérité. C'est à cet instant précis que j'ai su que tout était fini. La goutte d'eau n'a pas été la découverte des dettes. Ce fut son absence totale de honte. Son indignation face à ma découverte. Il a essayé. Bien sûr. Il a tenté de m'embrouiller. De minimiser. Ce n'est pas ce que tu crois. C'est une situation temporaire. Je contrôlais la situation. Puis, quand il a vu que ça ne prenait plus, la colère a explosé. Il a balayé les papiers de la table d'un revers de main. Tu voulais savoir? Eh bien voilà. C'est ça la réalité. C'est le prix à payer pour cette maison, pour les écoles des enfants, pour ta petite vie confortable. Je l'ai regardé, sans ciller. La peur avait disparu. Ma vie confortable? Ai-je répété, ma voix étonnamment calme. La vie où je n'ai pas un euro à mon nom, où ma signature est sur des documents que je n'ai jamais vus, où l'avenir de mes enfants est suspendu au résultat de tes paris. Il a fait un pas vers moi, menaçant. Ne me parle pas sur ce ton. Tu n'es rien sans moi. Tu serais où, sans moi? C'est là, dans cette question pleine de mépris, que j'ai trouvé le mot. Il est sorti de ma bouche, non pas comme une menace ou une supplique, mais comme un verdict. Je veux le divorce. Le mot a plané entre nous, irrévocable. Il a reculé, comme si je l'avais frappé. Le choc a traversé son visage, puis la rage. Le divorce? Tu n'auras rien. Tu es folle. Tu vas ruiner la vie des enfants pour un caprice? C'est là que j'ai ri. Un rire sec, sans joie. Tu parles de ruine? Regarde autour de toi. Tu as déjà tout détruit. Il ne reste que les murs. Cette nuit-là, nous n'avons plus parlé. Il s'est enfermé dans son bureau, cette fois pour de vrai. Moi, je suis monté dans la chambre des enfants. Je les ai regardés dormir, leur visage paisible, ignorant le cataclysme qui venait de frapper notre monde. Et pour la première fois, j'ai pleuré. Non pas sur l'homme que j'avais perdu, mais sur le temps que j'avais perdu à aimer une illusion. Les jours qui ont suivi ont été un brouillard de douleur et de formalité. Il n'y a pas eu de séparation de l'art négocié. Il y a eu une fuite. Je ne pouvais plus respirer le même air que lui. 2 jours après cette nuit-là, pendant qu'il était au travail, j'ai fait 2 valises. Le strict nécessaire pour les enfants et moi. J'ai regardé autour de moi, dans cette maison que j'avais mis 20 ans à construire, et je n'ai rien ressenti. Ce N était plus chez moi. Était une scène de crime. J'ai appelé ma sœur. Sa voix, au téléphone, a été la première bouée de sauvetage. Viens. N'attends pas 1 minute de plus. L'annoncer à mes amis a été une autre épreuve. Certains ont été d'un soutien sans faille. D'autres, non. J'ai entendu les « mais vous étiez le couple parfait », les « tu es sûr que tu ne dramatises pas », et les pires de tous, les « comment vas-tu faire toute seule ». Chaque question était une petite pierre, jetée sur une femme qui se noyait déjà. Le processus de divorce n'a pas été amical, il a été une guerre. Une guerre d'usure menée par un homme qui ne supportait pas de perdre le contrôle. Il n'y avait plus de bien à se partager.
Les dettes avaient tout dévoré. Alors il s'est battu pour la seule chose qui lui restait pour me faire du mal. Les enfants. Il a demandé la garde exclusive, arguant que J était émotionnellement instable et incapable de subvenir à leurs besoins. Le moment le plus difficile de ma vie s'est déroulé dans une salle d'audience froide et impersonnelle. J était assise à côté de mon avocate commise d'office, face à lui et à son avocat en costume chair. J'ai dû écouter cet homme décrire mes 20 années de mariage comme une période d'inactivité professionnelle. Il a présenté des tableaux Excel détaillant mes dépenses excessives qui comprenaient les courses au supermarché et les vêtements des enfants. Chaque repas que j'avais préparé, chaque nuit blanche passée au chevet d'un enfant malade, chaque devoir que j'avais supervisé, tout cela était réduit à zéro. Une ligne vide, dans la colonne des contributions financières. Tout, J, était transparente. Invisible. J'ai senti le regard du juge sur moi. Un regard qui ne voyait pas une mère et une partenaire, mais un fardeau financier. J'ai serré les poings sous la table jusqu'à ce que mes ongles s'enfoncent dans mes paumes, juste pour me sentir exister. Ce jour-là, au tribunal, j'ai compris que la violence économique N était pas seulement de voler de l'argent. C était de voler la valeur d'une personne. La conversation avec les enfants fut la chose la plus difficile que j'ai jamais eu à faire. Je les ai assis sur le petit canapé-lit dans la chambre d'amis de ma sœur. J'ai essayé de trouver des mots simples, vrais. Je leur ai dit que papa et moi, nous ne nous rendions plus heureux. Et que pour qu'ils puissent continuer à être heureux, eux, nous devions vivre dans 2 maisons différentes. Mon fils m'a demandé, avec la logique implacable de ses 10 ans, « Mais si vous vous aimez plus, pourquoi tu pleures ?» Je n'ai pas su quoi répondre. Je les ai juste serrés dans mes bras, en essayant d'absorber leur peine, alors que la mienne menaçait de me faire éclater. Le jour de la signature des papiers, presque 1 an plus tard, il pleuvait. Une pluie fine et grise, comme pour s'accorder à l'ambiance. Nous étions dans le bureau d'un notaire, un lieu solennel, où l'on scelle les destins. Il était assis en face de moi, le visage fermé. Nous n'avons pas échangé un regard. Quand le notaire a poussé le document vers moi, j'ai regardé le stylo. Cet objet si léger portait le poids de toute une vie. En le prenant, ma main ne tremblait pas. J'ai signé. Mon nom, apposé au bas de la page, N, était plus la moitié d'un couple. C, était le nom d'une femme seule. En posant le stylo, un mélange de émotions m'a submergé. Une immense tristesse, bien sûr. Le deuil du rêve de cette jeune fille dans la bibliothèque. La peur, vertigineuse, de l'avenir. Je n'avais rien. Je N, était personne. Mais par-dessus tout, plus fort que tout, il y avait un sentiment nouveau, puissant, inattendu. Le soulagement. Un soulagement si profond qu'il était presque physique. C, était la fin des mensonges. La fin des humiliations. La fin de la peur. En signant ce papier, je ne fermais pas seulement un chapitre. Je reprenais possession du livre. Et pour la première fois depuis des années, la page qui s'ouvrait devant moi était blanche. Terrifiante, certes. Mais blanche. Et C, était à moi, et à moi seul, de écrire. La page blanche, après la signature N n'était pas une promesse. C, était un abîme. Les premiers mois, la liberté avait le goût amer de la solitude. Le soulagement, si puissant dans le bureau du notaire, S, évaporait dans le silence de mon petit appartement une fois les enfants couchés. Le silence N, était plus une absence de conflit, C, était une absence de tout. Je me surprenais à tendre l'oreille pour entendre des bruits qui n'existaient plus. Le son de sa clé dans la serrure, ses pas dans le couloir. Mon corps gardait la mémoire d'une vie qui, N, était plus la mienne. Et cette trahison physique, celle de mes propres habitudes, était presque aussi douloureuse que les autres. Il y avait des jours où la solitude était si dense que j'avais l'impression de ne plus pouvoir respirer. Je me recroquevillais sur le canapé, submergé par une vague de panique. Et si, était ça ma vie, pour toujours? Le vide. J, était libre, oui. Libre de manger des céréales pour le dîner. Libre de laisser traîner mes affaires. Libre de pleurer sans me cacher. Mais J, était aussi terriblement seul face à la montagne de responsabilités qui m'attendait. Chaque facture, chaque formulaire administratif, chaque décision concernant les enfants, reposait uniquement sur mes épaules. Le poids était écrasant. Pourtant, au milieu de ce chaos intérieur, de petites pousses de vie commençaient à percer le béton de mon chagrin. Un matin, j'ai décidé de repeindre le mur du salon. Je n'y connaissais rien.
J'ai passé des heures à regarder des tutoriels en ligne, j'ai acheté un pot de peinture d'un bleu profond et audacieux, une couleur qu'il aurait détestée. En appliquant la première couche, maladroitement, en mettant partout, j'ai senti quelque chose se débloquer en moi. Ce N était pas juste de la peinture sur un mur. C était moi, reprenant possession de mon espace, de mes choix, de ma vie. Chaque coup de rouleau était une affirmation, ceci est à moi. La guérison a été un travail de tous les jours, un chantier de reconstruction minutieux. J'ai commencé une thérapie. La première séance, je n'ai fait que pleurer. Mais ma thérapeute ne me regardait pas avec pitié. Elle me regardait avec une force tranquille, me tendant un miroir dans lequel, semaine après semaine, j'ai commencé à reconnaître non pas une victime, mais une survivante. J'ai appris à nommer ce que j'avais vécu. La violence économique, le gaslighting, le contrôle coercitif. Donner des mots à la douleur, c'est, était lui enlever son pouvoir. C'est, était comprendre que je était pas folle. Mon intuition avait toujours eu raison. J'ai renoué avec des amies que j'avais perdues de vue. Celles de l'université, celles qui me connaissaient avant. Elles n'ont pas jugé. Elles m'ont simplement accueilli, me rappelant la jeune femme pleine d'ambition et de rire que j'avais mise de côté. J'ai recommencé à courir. Au début, je suffoquais au bout de 5 minutes. Mais je me suis accrochée. Courir est devenu ma métaphore. Chaque foulée était un pas de plus loin de mon passé. Chaque kilomètre gagné était une victoire sur la voix dans ma tête qui me disait que j'y étais faible, que je n'y arriverais pas. Dans la douleur de l'effort, je trouvais une clarté nouvelle. Je ne fuyais plus, j'avançais. Aujourd'hui, ma vie ne ressemble en rien à ce qu'elle était. Je vis toujours dans cet appartement, qui ne me semble plus petit, mais juste à la bonne taille. Les murs sont couverts de photos de mes enfants, de mes amis, et de mes propres tentatives de peinture. Il est vivant, imparfait, et il me ressemble. Ma routine est simple. Le matin, c'est le tourbillon habituel pour préparer les enfants pour école. Puis, je prends le métro pour me rendre au cabinet d'avocat. J'aime ce trajet. J'aime me fondre dans la foule, être une femme parmi d'autres, avec un but, une destination. Mon travail me passionne. Aider d'autres femmes à naviguer dans le labyrinthe juridique et financier d'une séparation, c'est donner un sens à ma propre histoire. C'est transformer mes cicatrices en un plan pour les autres. La femme que je suis devenue n'a plus peur du silence. Parfois, le soir, quand tout est calme, je m'assois avec une tasse de thé, et je savoure la paix. J'ai appris que la solitude et le fait d'être seul sont deux choses très différentes. Je ne suis plus seule, je suis avec moi-même. Et j'ai appris à apprécier ma propre compagnie. J'ai appris que ma valeur n'est pas négociable. Elle ne dépend pas de l'approbation d'un homme, de la taille de ma maison, ou du solde de mon compte en banque. Elle est. Point. J'ai appris que l'amour, le vrai, ne vous demande pas de vous effacer. Il vous demande de devenir plus vous-même. Il vous donne de l'espace pour grandir, il ne vous enferme pas dans une cage dorée. Ai-je pardonné ? C'est une question complexe. Je ne crois pas que je pardonnerai un jour l'homme qui a consciemment mis en péril l'avenir de ses propres enfants pour son ego. Mais j'ai pardonné à la situation. J'ai cessé de me battre contre mon passé. Je l'ai accepté comme une partie de mon histoire. Le chapitre sombre qui rend la lumière d'aujourd'hui encore plus éclatante. Pardonner, pour moi, a été un acte d'égoïsme sain. Était refuser de lui donner plus de mon énergie, de mon temps de cerveau, de mes émotions. Était reprendre la dernière clé qu'il possédait encore, celle de ma paix intérieure. Je l'ai reprise, et j'ai fermé la porte. Je regarde l'avenir avec une sérénité que je n'avais jamais connue. Même au sommet de mon bonheur apparent d'autrefois. Je ne cherche pas l'amour. Mais je n'y suis pas fermé. La différence est que je sais maintenant ce qu'il n'est pas. Il n'est pas un sauvetage. Il n'est pas une validation. Je suis déjà sauvé. Je suis déjà valide. Si un homme entre dans ma vie, ce sera pour marcher à mes côtés, pas devant moi pour me guider, ni derrière moi pour me pousser. Ce sera un partenaire, un égal, un compagnon de route. Mais si cela n'arrive pas, ma vie n'en sera pas moins complète. Mon bonheur ne dépend plus de personne d'autre. Il est construit sur des fondations que j'ai posées moi-même, avec les pierres de mes propres ruines. Et cette fois je sais avec une certitude absolue, que rien ni personne ne pourra jamais le faire s'effondrer. Si je pouvais remonter le temps, non pas pour changer mon histoire, mais juste pour murmurer quelques mots à la femme que j'aurais été, je la retrouverais dans ce jardin, un soir d'été, juste avant que le vernis ne commence à craquer. Je la regarderais, si belle dans sa certitude, si fière de son œuvre, et je ne lui dirais pas de fuir, je ne lui gâcherais pas ce dernier instant de bonheur parfait. Je lui dirais simplement, avec toute la tendresse dont je suis capable aujourd'hui, écoute.
Écoute cette petite voix au fond de toi, celle que tu enterres sous les rires des enfants et le bruit de la vaisselle. Cette voix qui te dit que quelque chose cloche. Ce n'est pas de l'anxiété. Ce n'est pas de la folie. C'est ton instinct. C'est la partie de toi qui n'a jamais renoncé, la gardienne de ton âme. Fais-lui confiance. Elle est ta boussole la plus précieuse. Je lui dirais, ton dévouement est une chose magnifique, mais ne le laisse pas devenir ta définition. Ta valeur n'est pas indexée sur la réussite de ton mari ou la propreté de ta maison. Tu es une femme entière, bien avondée, être une épouse ou une mère. N'oublie jamais la jeune avocate passionnée que tu étais. Elle ne t'a pas quitté. Elle attend juste que tu lui redonnes la parole. Et enfin je la prendrai dans mes bras, et je lui chuchoterai. N'aie pas peur de la tempête qui vient. Tu crois être fragile, mais tu es faite du même bois que les navires qui traversent les océans. La chute sera vertigineuse, mais je te promets, je te jure que tu apprendras à voler. Aujourd'hui ce n'est plus à elle que je m'adresse, c'est à vous. À vous qui vous reconnaissez, peut-être, dans un fragment de mon histoire. À vous qui vous sentez devenir transparente dans votre propre vie. À vous qui signez les papiers sans les lire, qui justifiez son humeur, qui marchez sur des œufs pour préserver une paix, qui n'est qu'une illusion. À vous qui avez peur de regarder dans le tiroir, de peur que la vérité ne pulvérise le peu de stabilité qu'il vous reste. Écoutez-moi. La ruine que vous redoutez n'est pas une fin. C'est une clarification. C'est le moment brutal où le décor de théâtre s'effondre et révèle enfin la scène vide. Et une scène vide n'est pas le néant. C'est un espace de possibilités infinies. Les décombres qui vous entourent, ces dettes, ces mensonges, cette trahison, ne sont pas votre tombeau. Ce sont les matériaux de votre future cathédrale. Le premier pas vers la liberté n'est pas toujours de faire sa valise. Parfois c'est un acte silencieux, invisible. C'est ouvrir un compte en banque à votre nom, même avec 10 € dessus. C'est reprendre contact avec une vieille amie. C'est lire un livre, suivre une formation en ligne, vous souvenir de ce qui vous faisait vibrer avant que votre monde ne rétrécisse à la taille de votre foyer. Chaque petite chose que vous faites pour vous-même est une brique que vous posez. Chaque « non » que vous osez prononcer est un mur porteur que vous érigez. Ne laissez personne, jamais, quantifier votre valeur. Les années passées à élever des enfants, à gérer un foyer, à soutenir une carrière qui n'est pas la vôtre, ne sont pas un trou dans un chevaux. C'est une masterclass en gestion de projet, en psychologie, en logistique, en diplomatie. C'est un travail non rémunéré, mais d'une valeur inestimable. Vous n'êtes pas inactive. Vous êtes une experte dont les compétences sont sur le point d'être révélées au monde, et surtout, à vous-même. La vraie richesse, je l'ai appris, ce n'est pas de vivre dans un château. C'est de détenir les clés de sa propre porte, aussi modeste soit-elle. C'est de s'endormir le soir sans angoisse, en paix avec ses propres choix. C'est de regarder ses enfants et de savoir qu'on leur offre le plus beau des cadeaux. L'exemple d'une femme qui est tombée, et qui s'est relevée, non pas malgré ses cicatrices, mais grâce à elle. Alors si vous êtes au fond du gouffre, regardez bien. Ce sol dur sous vos pieds, ce n'est pas la fin du chemin. C'est le point de départ. C'est la fondation solide sur laquelle vous allez enfin pouvoir bâtir. Non pas la vie parfaite que l'on attendait de vous, mais la vie vraie, imparfaite et magnifique qui vous appartient. Ne soyez plus la concierge d'un bonheur qui n'est pas le vôtre. Devenez l'architecte de vos ruines. Prenez votre courage, prenez votre truelle, et bâtissez. Bâtissez-vous.